Bonsoir. Donc bienvenue ici au Bistrot 12, que l'on remercie encore de nous accueillir tous les mois depuis 2014 que l'association a été créée. Donc c'est le deuxième café de cette année 2017, organisé par notre association Tempus Historiae, qui est une organisation qui organise donc des cafés-débats autour de la vulgarisation de l'histoire, grâce aux travaux de jeunes chercheurs, donc de chercheurs en master, en doctorat ou qui ont été étudiants. D'ailleurs, si vous avez manqué le premier café-débat de l'année, qui était sur le centenaire de la Grande Guerre, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Tempus Historiae. Vous allez avoir incessamment sous peu les enregistrements. Aujourd'hui, donc le thème, c'est pas la Grande Guerre, le thème c'est le Moyen-Âge, une histoire de femmes. C'est un thème qui a été traité par l'association à plusieurs reprises. Si on remonte un peu dans le temps, donc là, il y a 2 mois, en décembre 2016, sur le thème de l'Antiquité retrouvée, la figure de Cléopâtre a été abordée. Donc on va voir qu'elle va revenir aussi ce soir. Je ne donne pas plus de détails. Et en avril 2016, on a aussi eu un café-débat sur genre et sexualité. Et quand on remonte encore un peu plus, en novembre 2015, lors d'un café sur les Vikings, on a aussi eu une intervention sur les femmes vikings. Voilà, donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site pour réécouter, voir les publications, etc., voire même nous demander plus d'informations. Donc, les femmes au Moyen-Âge, c'est un thème vaste et riche, car il est encore neuf dans son étude historique en général. Du coup, on va profiter de son introduction pour faire une petite parenthèse historiographique. L'historiographie, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est l'histoire de l'histoire, et donc ici des femmes. Alors je vais commencer en vous faisant participer. D'après vous, hormis donc pour les grandes figures célèbres, les grandes reines, etc., quand est-ce qu'on a commencé à étudier les femmes, leur rôle et leur place dans l'histoire? Alors d'après vous, levez la main, je vous passe le micro. Qui a une petite idée? À partir de quelle époque est-ce qu'on a commencé à étudier les places et rôles des femmes dans l'histoire? Quand est-ce qu'on a vraiment étudié ça? Qui a une idée? Allez-y, lancez les dates. Par là-bas, il y a des idées peut-être? Aucune idée, je dirais plutôt que c'est récent. Les années 60. À partir de quand est-ce qu'on a étudié? Est-ce que des historiens ont étudié les femmes? Donc on a eu récent, les années 60, d'autres idées? Les années 80 par là-bas? Ici aussi? Ok. Alors en fait, c'est plus compliqué que ça. Parce qu'il y a eu des études qui ont été plutôt des essais d'études. Je vais vous expliquer après pourquoi. En 1804, Fortuné Briquet, donc en France, a publié le Dictionnaire historique des Françaises. Un peu plus tard, en 1929, on a Virginia Woolf qui a publié Une chambre bien à soi, où elle revient sur ça. Et dans les années 30 et 40, on a eu plusieurs travaux de Mary Bird, qui est historienne aux États-Unis. Pourquoi des essais d'études? Pourquoi c'est pas vraiment la date des premières études sur les femmes? Parce que ces études, majoritairement, n'ont pas été prises en compte. L'exemple, je trouve, le plus marquant, c'est une recherche qu'a fait Françoise Thébault, donc qui elle est une historienne des femmes des années 80, 90, 2000, qui a essayé de se renseigner sur justement Mary Bird, donc l'historienne américaine. Et quand elle a feuilleté 3 générations d'Encyclopédie Larousse, elle ne l'a trouvée qu'en mention de femme de son mari. Voilà, c'est l'épouse de Monsieur Bird. Aucune mention de ses études, de tous les travaux qu'elle a effectués. Donc c'est pour ça que ce sont des études qui sont à mettre entre guillemets parce qu'elles n'ont pas été reconnues par le milieu scientifique. J'y viens justement. Et donc c'est à partir des années 70 que là vraiment il y a une étude des femmes qui commence à se faire, avec en 1967 la publication sous la direction de Pierre Grimal, un historien, un homme, l'histoire mondiale de la femme. Là vous allez me dire enfin, ça y est, on parle de l'histoire de la femme. Il faut quand même modérer, parce que l'ampleur qu'il y a dans le titre ne se retrouve pas forcément dans l'ouvrage. Mais bon, c'est déjà un premier pas, c'est déjà un premier bouleversement dans la conception historique qui alors était presque exclusivement masculine. À partir de là, donc début années 70, il y a des études qui sont menées de plus en plus, en parallèle bien sûr avec le mouvement féministe qui se développe, et aussi
au développement de la 3e génération de l'école des Annales. Alors, pour rappeler, l'école des Annales, c'est un mouvement qui a eu au début du XXe siècle, initié par Marc Bloch, sur une histoire plus sociale, l'histoire des masses, des personnes. Et cette 3e génération cherche de nouveaux thèmes d'études. Ça tombe bien, mouvement féministe, développement des études féminines, paf, ça commence à venir. Et en 1973, il y a le premier cours qui est intitulé « Les femmes ont-elles une histoire ?» qui a été préparé par Michel Perrault, Fabienne Bock et Pauline Schmitt. Voilà, le titre déjà est très révélateur. Dans les années 80, les études se développent et on a un mouvement anglo-saxon qui arrive et que je trouve très intéressant, qui joue sur le mot. Donc en anglais, un histoire, history, et justement, his story. Et ils ont posé ça avec le her story, donc l'histoire de lui face à l'histoire d'elle. C'est un mouvement qui a été suivi en France. Et de suite, ça va révéler une difficulté de l'histoire au féminin, c'est les sources. Au final, il y a beaucoup moins de mentions de femmes que de mentions d'hommes dans les sources. Et souvent, en fait, on doit lire entre les lignes si on veut des informations. Petit point un peu sombre, mais il y a quand même beaucoup plus de points positifs au développement de l'histoire des femmes. C'est que ça a permis le développement d'autres histoires, comme l'histoire du privé, l'histoire de la vie quotidienne, l'histoire de la famille. Et à partir des années 90, donc avec Françoise Thébault, il y a eu une spécialisation qui s'est faite progressivement. Et on en est venu à distinguer l'histoire des femmes et l'histoire du genre, ce qu'on appelle la gender story. Vous allez me dire quelle est la différence ? L'histoire du genre, ça permet de pallier au problème de l'histoire des femmes. C'est-à-dire que ça ne parle pas seulement des femmes ou des hommes, mais des relations entre hommes et femmes. Comment est-ce qu'ils arrivent à avancer dans les faits historiques ensemble ? Donc ça a mené bien sûr à l'époque à des débats sociologiques, l'égalité de l'homme et de la femme. Bon, ça on va pas en parler ce soir, c'est pas le thème, parce que nous c'est vraiment l'histoire des femmes qui nous intéresse, pas l'histoire du genre. Plus précisément, au Moyen-Âge, vu que c'est aussi le thème de ce soir. Comme pour l'histoire des femmes en général, il y a eu quelques essais dès le début du XXe siècle, notamment en 1926 avec Eileen Power qui a fait une première synthèse de l'histoire féminine dans Boys and Girls in History, donc au Moyen-Âge. Mais au final, c'est vraiment dans les années 70, encore une fois, que ça se développe. Pourquoi ? Parce qu'on commence à trouver des sources sur des femmes, du vitae, des chartes, des chroniques. Donc même si, comme on vient de le dire, il y a moins de mentions de femmes que d'hommes, il y a des mentions de femmes dans les sources. Il y en a. Et avant, elles étaient omises. Les historiens ne s'y intéressaient pas. Donc il y en a quand même. Il y a des vitae entières consacrées à des femmes. On commence donc à s'y intéresser. C'est pour ça que ce soir, donc, nous allons ensemble observer, analyser, comprendre les femmes au Moyen-Âge autour de deux facettes, de deux thématiques. Donc tout d'abord, les représentations iconographiques médiévales de personnages féminins antiques. Je laisse le détail des explications à Marie-Lucille Piécourt, qui est titulaire d'un master d'études médiévales sur le sujet et qui traitera donc ce thème. En effet, pourquoi la représentation ? Parce que l'étude des représentations est révélateur d'une société. Elle montre le côté, entre guillemets, utopiste qu'elle peut avoir, c'est-à-dire comment cette société s'imagine la femme antique. Il y a aussi le fait que ça montre surtout comment est-ce que cette société, à cette époque-là, représente la femme, comment est-ce qu'elle s'imagine la femme, car bien souvent, ces représentations sont inspirées par les femmes qui les entourent. Et après cette étude, entre guillemets, implicite sur la femme, à travers la représentation, on aura donc une deuxième intervention de Bérangère Leblanc, qui est en deuxième année de master, en études médiévales aussi, sur la délinquance des femmes en Languedoc à la fin du Moyen-Âge, qui dressera un portrait plus explicite, entre guillemets, des femmes au Moyen-Âge, en étudiant les sources issues du Parlement de Toulouse. Donc je vous propose de les écouter, après quoi nous pourrons débattre ensemble sur leurs deux sujets. Et je cède la place donc à Marie-Lucille. Bonsoir. Est-ce que ça marche ? Alors ce soir, je vais vous parler donc des personnages féminins antiques au XVe siècle. Donc pour introduire cette communication, je vais vous dire qu'une bonne héroïne est une héroïne morte. Alors,
je vous dis ceci parce que je vais vous parler donc de 4 personnages, donc à savoir Didon, Lucrèce, Médée et Cléopâtre. Au XVe siècle. Alors pourquoi le XVe siècle ? Parce que c'est une période charnière. En France, c'est la fin du Moyen-Âge et en Italie, c'est le début de la Renaissance. Enfin, c'est la Renaissance. Et c'est aussi la période où on a le plus d'enluminures sur ces personnages. Alors, j'ai choisi ces 4 personnages parce qu'ils sont assez complexes. Ce ne sont ni des bons personnages ni des mauvais. Enfin, ils sont très utilisés au Moyen-Âge. Elles sont très représentées. Ce sont des personnages féminins qui ont des aventures. Elles ont tout un destin tragique. Alors, pour cette communication, donc, j'ai utilisé 2 supports. Donc, des supports, des enluminures, donc on retrouve dans des manuscrits, et des cassonies. Alors, qu'est-ce que c'est les cassonies ? Ce sont des coffres à mariage qu'on trouve en Italie, plus particulièrement à Florence, qui sont, en fait, ce sont des coffres à mariage que l'on offre le jour du mariage à l'épouse et à l'époux. Et dessus sont représentées des scènes de personnages connus. Alors, ça peut être des personnages mythologiques, comme dans cette présentation, mais ça peut être aussi des saintes ou des allégories. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que ces coffres, ils font partie d'un rituel, plus particulièrement à Florence. C'est-à-dire que le soir du mariage, ils sont déplacés publiquement de la maison de l'épouse à la maison de l'époux. Et ainsi, tout le monde peut voir ce qui est représenté sur ce coffre. Alors, dans les 2 cas, ces 2 supports, ce sont des supports, disons, pour une certaine partie de la société. Disons, les personnes les plus riches, en gros, la noblesse, parce qu'il faut avoir l'argent pour se payer ce genre de représentation. Et en plus, pour le cas des enluminures, donc elles illustrent des histoires, il faut pouvoir lire et pouvoir acheter ce genre de manuscrits. Alors, la question que je me suis posée, qui sera le fil conducteur, c'est quelle utilisation on fait de ces 4 personnages au XVe siècle ? Alors voici le plan. Donc, dans une première partie, je vais vous présenter ces 4 personnages, leur histoire antique pour commencer, parce que je ne suis pas sûre que ces 4 personnes soient connues de tout le monde. Ensuite, qu'est-ce qu'on attend de ces personnages en tant que reine, princesse ou entre guillemets aristocrate, et une troisième partie intitulée des amantes de l'amour et des espoirs. Donc, un rappel rapide de ces 4 personnages. Donc, Cléopâtre, tout le monde la connaît, c'est la célèbre reine d'Égypte qui a charmé 2 Romains, qui, le premier, entre guillemets, elle l'utilisera pour sauver l'Égypte, et le second, elle tombe vraiment amoureuse de lui. Bon. Puis, elle se suicide peu après la mort de Marc-Antoine. Pour Didon, c'est la fondatrice de Carthage. Son histoire, elle fuit son pays d'origine parce que son frère a assassiné son mari. Et elle arrive sur une terre et elle fonde Carthage. Le roi libyen tombe amoureux d'elle, elle la demande en mariage, mais elle refuse parce que dans une première version, elle le refuse parce qu'elle veut rester fidèle à ses vœux de mariage, donc de son premier époux. Et dans une seconde version, tout simplement parce qu'elle ne l'aime pas. Et cette seconde version, c'est la version virgilienne, qui est plus tardive. Et dans cette version, c'est pas la version d'une chaste Didon. C'est une Didon qui va tomber amoureuse de Énée. Je ne sais pas si dans l'Énéide de Virgile. Voilà. Ensuite, Lucrèce. Donc Lucrèce, elle est célèbre parce que on dit qu'elle est à l'origine de la fondation de Rome, de la République de Rome. C'est une matrone, c'est la femme de Colatin, qui un soir se vante auprès de ses compagnons d'armes qu'il a la plus belle femme, la plus chaste, la plus honorable. Et ses compagnons, pour vérifier ses dires, disent très bien, on n'a qu'à aller surprendre nos femmes, vu qu'elles pensent qu'on est en guerre, et on va voir si elle est si bien que ça.
Donc il rentre à Rome et découvre que toutes les femmes s'amusent, elles n'en ont rien à faire que leur mari soit en guerre et risque leur vie, sauf Lucrèce. Lucrèce, elle pleure sur pas son métier à tisser, mais elle est en train de filer sa laine, et elle pleure, et alors là, tout le monde est très surpris de son comportement. Et là, Tarquin, donc le fils du roi, tombe amoureux, il est pris d'un désir coupable, comme on dit dans les textes au Moyen-Âge, et lorsque son mari n'est pas là, il s'introduit dans sa chambre, et lui dit, pointe son arme sur elle en lui disant « Si tu ne te laisses pas faire, je te tue ». Elle lui dit qu'elle préfère mourir, donc il comprend qu'il ne l'aura pas en la menaçant de mort. Du coup, il lui fait une menace, il joue sur la honte. Il lui dit « Très bien, si tu refuses, je tue l'esclave, je te tue toi, et je dis que je vous ai découverts tous les deux dans le même lit. » Donc là, elle cède. Mais le lendemain, pour prouver son innocence, devant son mari et son père, elle se suicide. Donc ça, c'était pour Lucrèce. Médée, enfin. Alors Médée, c'est la fille du roi de Colchide. Donc le roi de Colchide, la Colchide, c'est là où il y a la toison d'or. Donc la toison d'or, Jason se rend en Colchide parce qu'il doit s'emparer de la toison d'or. Sauf que c'est le père de Médée qui la protège. Médée tombe amoureuse de Jason parce que, c'est un peu compliqué, mais parce que Aphrodite fait en sorte qu'elle tombe amoureuse de lui pour le protéger. Et elle le protège, elle lui donne la toison d'or et elle s'enfuit avec lui. Pour ralentir son père qui veut la rattraper, elle tue son frère, parce qu'elle se dit que comme ça, il sera triste et il mettra plus de temps à la retenir. Et donc Jason l'épouse, mais il se lasse d'elle, elle a 2 enfants de lui. Il veut se remarier avec une autre femme qu'elle tue. Et comme il veut toujours pas revenir, elle tue leurs 2 enfants, les enfants qu'elle a eus avec lui. C'est la seule héroïne qui ne meurt pas. Et c'est la pire des 4, au Moyen-Âge du moins. Alors, donc ça, c'était pour les représentations antiques. Donc, voilà. Donc, ces 4 personnages sont, entre guillemets, médiévalisés. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que les auteurs, les artistes, donc les enlumineurs, les peintres, vont médiévaliser, c'est-à-dire qu'au lieu d'être représentés comme des personnes antiques, comme on peut les voir aujourd'hui sur les sculptures, on les habille comme des dames du XVe siècle, donc comme vous le voyez ici. Plus loin, c'est même dans les textes, en fait. Dans les textes, on parle de nobles dames, on parle de chevaliers, mais on ne parle pas de... C'est vraiment... On recontextualise ces personnages dans le Moyen-Âge. Alors, elles ont tout d'une femme médiévale, par exemple, elles correspondent au canon de beauté du XVe siècle, par exemple. Alors, ces personnages, ils ont connu une évolution au Moyen-Âge qui est importante de signaler ici. D'abord, il y a les textes antiques, en gros. Donc, il y a plusieurs versions, elles sont très nombreuses et on ne va pas s'attarder sur ça. Mais ensuite, début du Moyen-Âge, avec les pères de l'Église. Donc, les pères de l'Église, Tertullien, Jérôme, Augustin, s'approprient ces personnages et les utilisent comme des exemplum. Alors, des exemplum, en gros, ce sont des exemples qui illustrent un argument, elles illustrent quelque chose. Leur histoire n'est pas racontée en elle-même et pour elle-même. C'est pour illustrer un argument. Par exemple, Augustin, pour dire que le suicide, c'est pas bien, il prend l'exemple de Lucrèce. Il dit que peu importe ce qu'elle a fait, elle ne doit pas se suicider. Et pire, il dit que si elle s'est suicidée, c'est qu'elle est forcément coupable. Si elle s'est suicidée parce qu'elle était innocente et qu'elle n'a pas voulu ce viol, elle a tué une innocente. Donc elle est responsable pour ça. Si elle s'est tuée parce qu'elle culpabilise, elle est responsable d'avoir eu envie de l'homme qui l'a violée. Donc dans les 2 cas, elle est responsable. Tertullien, par exemple, lui, prend Lucrèce, Didon et Cléopâtre comme exemple, et à contrario, pour illustrer le fait que ce sont des femmes courageuses parce qu'elles se sont suicidées. Alors sur cette question, sur la question de la médiévalisation de ces personnages, on s'est longtemps demandé si les illustrateurs, les auteurs se rendaient compte que c'était des anachronismes et qu'à l'époque, on ne s'habillait pas comme ça et on n'était pas des chevaliers, il n'y avait pas les mêmes codes. Et donc, au début du XXe siècle, Erwin Panofsky a dit que
Non, il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait et qu'il ne savait absolument pas distinguer si c'était maintenant, avant. Et aujourd'hui, on n'est pas tout à fait d'accord. On pense qu'ils se sont très bien rendus compte que ce n'était pas la même chose, mais on n'est pas encore d'accord sur pourquoi. Pourquoi ils ont introduit autant d'anachronismes. Et certains historiens pensent que c'est pour que la portée didactique soit plus efficace, parce qu'on veut expliquer, et pour que les gens comprennent, on recontextualise l'image dans l'époque qu'ils connaissent. Alors, les attentes aristocratiques plus ou moins fantasmées à l'égard des femmes. Alors, il s'agit pour 3 d'entre elles de reines ou de princesses, et Lucrèce est on peut dire entre guillemets, une aristocrate pour le Moyen-Âge, même si c'est une matrone romaine avec tout ce que ça implique. Alors, on remarque parce que dans les images, elles sont représentées avec des vêtements luxueux. Donc, par exemple, sur l'image de gauche, vous voyez la fourrure sur les rebords de la manche ou la robe, ou le noir tout simplement, qui est une couleur très 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 difficile à avoir. Pour avoir un beau noir, il faut être très 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 riche parce que facilement la couleur déteint. Enfin, même aujourd'hui, vous le savez, un noir qui tient bien, c'est compliqué. Ou alors, oui. Ou alors, par exemple, le port du Hénin, comme vous le voyez là, ici, cette coiffe qui a été lancée par Isabeau de Bavière. Pointu, c'est pareil, c'est quelque chose qui coûte assez cher et tout le monde ne peut pas en avoir. Ou encore, le surcot, à porte d'enfer. Donc le surcot à porte d'enfer, c'est ce qu'on met par-dessus la robe de dessous. Donc c'est ça, en fait. Comme ça, là, c'est un peu difficile ici. Et ça fait partie, entre autres, surtout avec la petite l'hermine dessus. C'est des vêtements assez riches. Et le surcot à porte d'enfer, donc très très ouvert sur les hanches. C'est pour ça qu'à porte d'enfer, c'est réservé aux aristocrates et surtout dans le cadre d'une grosse cérémonie ou voilà. Alors. Tout à l'heure, je vous disais que c'était des personnages finalement qui ont les canons de beauté du Moyen-Âge. Alors, les canons très stéréotypés. Elles sont forcément blondes, comme vous le voyez ici. La peau très blanche, des yeux bleus. Un corps élancé, parce qu'elles doivent donner des héritiers mâles très grands et forts. Voilà, donc le teint pâle, un visage ovale et une petite bouche. Donc c'est très précis. Mais en réalité, ces canons de beauté ne sont pas si importants que ça. C'est plutôt c'est une convention de les représenter de cette manière. Ce qui compte au final, pour une personne de ce rang, c'est le fait qu'elle puisse donner un héritier mâle de préférence. Donc l'enjeu primordial, c'est ça. C'est un enjeu majeur pour la reine, bien sûr, mais c'est aussi un enjeu majeur pour les autres femmes. Dans le cas de Médée, eh bien, on va dire que Médée, c'est l'antithèse de la bonne reine. Médée, c'est la femme qui va tuer son frère, donc priver son père d'une descendance mâle, et qui va tuer ses enfants. Donc c'est un sujet assez sérieux pour l'époque. L'infanticide, c'est vraiment quelque chose de très douloureux, et je pense que des 4 personnages, c'est celle qui, est vraiment la plus mal reçue au XVe siècle. Alors, mais hop, voilà. Donc sur ces images, on peut voir la première, Médée qui assassine son plus jeune frère. Donc pour représenter qu'il est plus jeune, il est beaucoup plus petit, mais en réalité, voilà. Et à droite, lors du banquet, Médée qui arrive et qui, devant Jason, tue ses 2 enfants. Donc avec la représentation des dragons, qui en plus, au Moyen-Âge, les dragons, c'est vraiment une connotation, le diable, c'est forcément une sorcière. Le dragon n'est pas du tout positif au Moyen-Âge. Donc ça en remet une couche. Dans certains cas, ces femmes sont des viragos. Alors qu'est-ce que c'est une virago ? C'est une femme virile. Mais c'est pas du tout négatif. Une virago, c'est une femme qui a le comportement moral des hommes. C'est-à-dire qu'elles sont courageuses, par exemple, parce que plus particulièrement, ce sont les hommes qui sont courageux, pas les femmes. Boccace, par exemple, Boccace, il décrit vraiment dans son texte Lucrèce et Didon comme des viragos. Et pourquoi ? Parce que les deux
refusent de mettre en péril leur chasteté et elles préfèrent mourir. Elles préfèrent mourir plutôt que... voilà. La chasteté, c'est une des vertus les plus importantes au Moyen-Âge, surtout pour les femmes, surtout au XVe siècle. Et parallèlement, elle est de plus en plus importante, et le suicide de ces femmes qui ont été violées est de plus en plus accepté, surtout de la part d'une aristocrate, parce que elle doit donner un héritier et pas un bâtard, quoi. C'est vraiment... on perpétue la lignée et c'est très important. Alors, ce sont des viragos aussi, parce qu'en se suicidant, elles utilisent, toutes les deux, Didon et Lucrèce, une épée. Et l'épée, c'est le symbole par excellence de la chevalerie, et c'est surtout une arme d'homme. Pour les femmes, on s'attendra plutôt à du poison ou une mort différente. Mais l'épée, c'est vraiment réservé aux hommes. En plus de ça, Didon, c'est celle qui construit sa propre cité toute seule. Donc ça, dans les textes, elle est assez... on lui trouve du mérite pour ça. Et dans certains manuscrits, on la représente au milieu de cette cité qu'elle construit. Alors Lucrèce n'est pas une matrone, n'est pas une reine, pardon, c'est une matrone, et c'est grâce à son suicide et à son courage, donc ce virago, cet aspect un peu masculin, que la République s'installe à Rome. Et c'est l'exemple même de la femme forte, et cette histoire a beaucoup de sens pour la République de Florence, spécialement à la fin du XIVe siècle, parce que Florence s'estime la digne héritière de la République de Rome. Et à cette époque, donc fin XIVe, elle est menacée par les expansions milanaises des Visconti. Et on a remarqué qu'à cette période, il y a une augmentation de la production des cassoni, donc des coffres à mariage, avec la représentation de Lucrèce qui se suicide. À partir de là, la fondation de la République. Et on pense que comme ces cassoni étaient visibles finalement par la foule qui assistait au cortège et qui voyait ce coffre, on peut penser que c'est une forme de résistance, en fait, une forme de résistance par rapport à l'envahisseur qui est aux portes de la ville. Donc c'est une façon de lier la ville. L'antithèse de Lucrèce, de cette femme grâce à qui la République est venue, c'est Cléopâtre. Pourquoi ? Parce que Cléopâtre, elle est reine. Elle charme 2 empereurs romains qui, normalement, devraient résister aux charmes étrangers, alors que les Romaines apparemment se conduisent très bien. Et voilà. Mais, en plus, c'est une république à Rome. Et on a l'impression, enfin, c'est plus que l'impression, que Cléopâtre aimerait bien devenir la reine de Rome, et ça ne plaît pas du tout aux Romains. Et pour cette raison, encore au XVe siècle, la royauté, elle est très mal vue, surtout par les républiques florentines ou siennoises. Donc ce personnage est très peu représenté à cette époque. Et même quand on parle d'elle, Boccace parle d'elle, c'est souvent des termes peu flatteurs. Alors, ces viragos dont je vous parlais, pour autant, elles ne se prennent pas pour des hommes. On dit qu'elles ont une âme d'homme dans un corps de femme, mais elles n'ont pas la prétention d'égaler un homme. C'est tout le contraire pour Cléopâtre, parce que, justement, elle a cet aspect dominateur. Celle qui a dominé deux généraux, et on le retrouve, par exemple, dans une enluminure. Donc, si... non. Ah, non. Alors voilà, dans celle-ci. Cléopâtre ici, c'est une des rares représentations où je trouve une femme surtout qui a les cheveux courts. Et au Moyen-Âge, une femme qui a les cheveux courts, même j'ai vu dans un texte que c'était considéré contre nature, que c'était une rébellion contre Dieu d'avoir les cheveux courts. Donc là, on voit aussi sur la droite un homme qui salue Cléopâtre, elle lui fait un petit geste de la main, donc elle lui donne des ordres, et on comprend qu'elle a vraiment cet aspect, elle se prend pour un homme, et pour avoir le pouvoir d'un homme. Médée, en revanche, alors... Ah, voilà. Médée, elle est souvent représentée assassinant son frère, ses enfants,
Créon. C'est une femme intelligente. Donc déjà, pour le XVe siècle, c'est pas forcément ce qu'on lui demande a priori. Enfin, ce n'est pas... on ne veut pas des femmes idiotes, mais ce n'est pas ce qu'on demande en premier. En plus, le problème, c'est qu'elle est intelligente, mais c'est aussi une magicienne dans l'Antiquité. Mais du coup, elle devient très vite une sorcière au Moyen-Âge. Et le problème, c'est qu'à partir du XIIe siècle, on commence à avoir la lutte contre les hérésies. Il y a le concile de Latran de Latran III en 1179. Plus tard, on institue officiellement la Sainte Inquisition, et puis on établit la légitimité de la torture comme moyen pour découvrir la vérité. Et dans les textes, on voit très bien que le fait que ce soit une magicienne, c'est vraiment très, 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 très mal vu. Par exemple, Boccace, donc c'est une traduction en vieux français à l'époque, parce que ça a été traduit en France, il parle de très experte et maléfice et art mauvaise et défendue. Donc c'est très clair. C'est défendu, c'est maléfique. Voilà, donc pour ça, on ne l'aime pas beaucoup. Alors ensuite, des amantes de l'amour au désespoir. Alors, le mariage. Ces femmes, enfin Lucrèce et Didon, sont mariées. Lucrèce, elle est souvent représentée sur les coffres à mariage, comme celui-ci. Donc, vous voyez, alors, ça, c'est un coffre à mariage. C'est assez grand, c'est voilà, à peu près 1,50 m de longueur. Il y en avait deux. Le premier, donc probablement pour le mari, qui représente la scène où Collatin explique que sa femme est la meilleure. Et ensuite, celle-ci, où le premier. Alors, ça, c'est le viol de Lucrèce, ici. Le suicide de Lucrèce et l'exposition du corps. Il est très représenté, mais alors pas uniquement pour le côté politique et pour l'idée que ça soude les Florentins entre eux, mais aussi parce que tout simplement c'est l'image d'une femme chaste qui a très bien compris que le prix de sa virginité est au-dessus de celui de sa vie. Enfin, de sa chasteté plutôt, dans ce cas, vu qu'elle est mariée. Didon, dans la version de Boccace, donc celle où il dit qu'elle s'est suicidée parce qu'elle ne veut pas de remariage, c'est l'exemple de la fidélité conjugale, une fois de plus. En plus, quand Boccace a écrit son texte, donc au XIVe siècle, on est très critique face au remariage, parce qu'on estime qu'il perturbe la situation financière de la famille, puisqu'elle réclame la restitution de leur dot à la famille du mari décédé. Et en plus, quand elles sont de retour dans leur clan, elles sont stigmatisées, car considérées comme dépendantes et comme de potentielles suspectes sexuelles pouvant difficilement maintenir leur célibat. Donc, vaut mieux être marié. Alors, il y a aussi les relations d'amour hors mariage. Donc, du coup, dans la deuxième version de Didon, celle où elle tombe amoureuse d'Énée, et la Médée aussi. Alors, ce sont des femmes amoureuses. Ce qu'oublient les textes médiévaux, c'est qu'elles ne l'ont pas choisi. Dans les deux cas, Didon et Médée, elles sont tombées amoureuses parce que la déesse a voulu faire en sorte qu'elles tombent amoureuses, mais c'est tout, c'est pas elles qui l'ont choisi. Les textes médiévaux sont très... Non, ils oublient cette partie, déjà parce que c'est impossible de penser à l'époque qu'une déesse est intervenue. Et voilà. Donc, Médée, elle épouse un mari aussi qui va l'abandonner, comme Didon. Et... voilà, donc c'est très, très, très mal vu. Alors, ces questions, cet amour hors mariage, forcément, donc ça c'est notre Cassone. Alors, pardon, voilà, notre Cassone qui représente Didon. Et ici, Énée qui arrive, et donc c'est sur un coffre à mariage. Donc on peut noter que même si finalement l'histoire de Didon... qui reste chaste est très apprécié par, entre guillemets, les moralistes. Les époux aiment beaucoup quand même l'histoire qui est, entre guillemets, plus romantique, où Didon tombe amoureuse d'un étranger, qu'elle l'accueille, et voilà, donc il n'y a pas cette visée moraliste. Mais ces relations, le problème, c'est qu'elles mènent souvent au désespoir, ces relations hors mariage. Alors, ici... Alors, oui. Je suis désolée, on n'a pas trop le temps. Voilà. Ici, sur cette image, à gauche, Médée est représentée. Elle est représentée la tête inclinée. Donc déjà, la tête inclinée, c'est typiquement féminin. C'est parce qu'elle n'a pas trop sa tête. Oui, elle n'est pas trop
voilà, elle est un peu perdue, les mains jointes, comme si elle était très choquée. Il y a aussi le mélange des couleurs, par exemple du vert et du jaune, qui pour Michel Pastoureau est peut-être un symbole de folie. En plus, on voit ses 2 enfants à côté d'elle, donc on peut imaginer très bien ce qu'elle va faire. Elle est prête à les tuer, et c'est aussi pour ça qu'elle semble aussi perdue et choquée. Et à côté, Didon, qui est représenté aussi avec les cheveux alors échevelés, c'est-à-dire, vous voyez, ses cheveux ne sont pas du tout... ne sont pas peignés, ils ne sont pas mis comme il faut, ils ne sont pas coiffés. Et c'est aussi un symbole de désespoir. Malheureusement, ces 2 symboles de désespoir, Didon, ça va se terminer en suicide. Et le problème du suicide au Moyen-Âge, c'est que le suicide, il est amené par le désespoir. Et le désespoir, c'est un des pires vices, parce que le désespoir, c'est penser qu'on ne peut plus être sauvé, pas même par Dieu. Et c'est quelque chose c'est un péché entre guillemets mortel. Alors, pour conclure, en ce XVe siècle, les artistes ne sont pas vraiment libres de leur choix. Les commanditaires imposent leur point de vue et ils ont des exigences qui influencent leurs commandes. Par exemple, Anne de Bretagne, à la fin du XVe siècle, elle demande à Antoine Dufour de rédiger des biographies sur des femmes pour mettre en valeur leur comportement. Et pour dire qu'une femme est tout à fait capable de diriger. Parce qu'à cette fin du XVe siècle, encore, on remet en question le fait qu'une femme puisse avoir de l'autorité, puisse avoir la tête pour gouverner. On remarque aussi une moralisation de ces personnages dans ce XVe siècle, dans les textes, surtout. On évoque ce qui est ou non acceptable chez ces femmes nobles. Contrairement aux romans antiques qui laissent davantage place à la romance ou à l'aventure, et les artistes, les enlumineurs et peintres semblent attachés à cette tradition du roman courtois. C'est-à-dire qu'ils représentent encore ces figures d'amants qui se retrouvent et ils mettent pas tous en valeur le fait que ce sont de mauvaises personnes, qu'elles ont tué leurs enfants. Ils peignent rarement ces faits. Cléopâtre, par exemple, qui a commis beaucoup de meurtres, est toujours représentée se suicidant auprès de Marc-Antoine. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que Cléopâtre, donc jusqu'au XVe siècle, elle n'est pas trop représentée, on ne l'apprécie pas beaucoup, mais à partir du XVIe siècle, il y a une sorte de réhabilitation de Cléopâtre et de plus en plus, on la peint, on la représente. Et avec les découvertes, par exemple, de Rome à la fin du XVe siècle par Jules II, on redécouvre une statue et de suite, avec une femme avec un petit serpent autour du bras, et de suite on pense que c'est une Cléopâtre, alors que pas du tout, il n'a rien endormi. Mais comme Jules II a tendance à se prendre pour le nouveau César de Rome, il est très content d'avoir une captive étrangère dans le jardin du Belvédère. Voilà. Je vous remercie. Donc merci pour ton intervention très intéressante. Donc on débattra après la deuxième intervention s'il y en a qui ont des questions. Alors avant de laisser la parole à Bérangère, on va peut-être essayer de mettre d'autres personnes devant étant donné qu'il n'y a pas de PowerPoint pour que ceux qui sont derrière puissent entendre. Bon, donc on vous demande quelques minutes de patience pour essayer de faire passer l'autre personne devant, que tout le monde puisse bien entendre. Pendant que les mouvements se font, je vous rappelle que normalement une petite feuille circule parmi vous afin que vous puissiez noter vos noms, prénoms, adresses, mail si vous souhaitez recevoir notre lettre d'information. Et si vous n'êtes pas déjà inscrit, également une autre feuille sur laquelle vous pouvez indiquer vos suggestions pour d'éventuels futurs cafés-débats. Alors, suggestions, soit que vous connaissiez ou que vous soyez vous-même intéressé pour intervenir, soit que vous ayez des idées de thèmes qui vous sembleraient pertinents pour notre association. J'en profite également pour remercier l'ADETIS qui nous fournit le matériel, le FSDIE qui nous finance en grande partie, une fois encore le Bistro 12 qui nous accueille. Alors n'hésitez pas à prendre une consommation hein, si vous le souhaitez. Et je pense que c'est bientôt bon. Bon, maintenant que tout le monde est bien installé, on va laisser donc la place à Bérangère qui va nous parler de la délinquance et des femmes
dans le Languedoc à la fin du Moyen-Âge. Alors bonsoir à tous. Donc moi je vais vous parler pas des grandes femmes, plutôt au contraire celles qui se tournent vers la délinquance, la part d'ombre chez les femmes. Donc déjà, si vous aviez l'image de la jeune femme douce, serviable, du Moyen-Âge en tête, je suis là pour rectifier le tir. Puisque la délinquance, ce n'est pas du tout l'apanage des hommes, et on compte à peu près entre 10 et 20% en moyenne de criminalité. Enfin, de la part des femmes est de 10 à 20%. Voilà, donc donc j'ai utilisé, donc mon sujet s'arrête au Languedoc. Donc soit tout le midi de la France, allant jusqu'à la Dordogne au nord, au Rhône à l'est. Et... Donc, je vais vous montrer donc, au cours de cette intervention que les crimes sont aussi divers que les délinquantes, qui relèvent donc de plusieurs catégories, qui vont de la simple insulte, parce que oui, on peut être condamné pour injure, jusqu'à l'assassinat fomenté. Donc je vais vous montrer ça à travers plusieurs portraits de femmes, afin de vous montrer la réception de ces crimes par le Parlement de Toulouse, afin que vous voyez que certains crimes qui peuvent nous paraître anodins sont vraiment condamnés sévèrement à cette époque-là. Donc c'est le cas par exemple de notre première affaire, qui traite donc d'une certaine Guillemette Trullière, qui est mise en prison, condamnée par le Parlement de Toulouse pour avoir injurié son mari. Et au cas où elle voudrait recommencer, elle sera pendue. Donc c'est quand même assez sévère, parce que normalement, une sanction financière suffit. Mais ici, c'est surtout parce qu'elle a insulté son mari. Non pas que ce soit un homme le problème, c'est son mari, c'est l'autorité. Et là, elle remet en cause cette autorité de l'époux. Et ça explique notamment la sévérité du Parlement. Donc voyons un autre cas un petit peu étrange, celui donc de Delphine de Voisin, qui est donc une femme issue de la noblesse, qui est accusée de supposition d'enfant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, elle a pris l'enfant de sa bonne pour le faire passer pour son héritier. Parce que son mari est décédé, ils n'ont pas eu d'enfant, et l'héritage va partir au neveu. Et ça lui plaît pas. Donc elle demande à sa bonne de récupérer l'enfant pour récupérer le pactole. Donc, étant donné que c'est quand même assez grave, surtout pour une noble, parce que comme vous l'a dit Marie-Lucille, quand on est aristocrate, on doit mettre au monde des héritiers, pas des bâtards, et encore moins l'enfant de la servante. Et donc pour cette raison, elle est emprisonnée et soumise à la torture. Bon après, pour la prison, elle a quand même de la chance, puisqu'elle a quand même le droit d'avoir une servante, elle a accès à la nourriture et en plus à de la viande. Donc on est loin de la prison froide, sombre, terrible, qui peut être décrite. D'ailleurs, en plus, pour montrer ses privilèges, on voit que dans un des arrêts du Parlement, qu'elle est transférée donc, du château Narbonnais au château de Castelnaudary, puisqu'il y a un épisode de peste à ce moment-là à Toulouse. Donc pour la protéger, sait-on jamais, elle est déplacée. Toutefois, elle est quand même torturée, donc les privilèges, ça a des limites. Ce qui est assez surprenant, puisque c'est assez mal vu quand même de torturer une femme, parce qu'elle risque d'être un peu découverte, et normalement, seul le mari a le privilège de voir sa femme dénudée. Donc ça pose problème, mais bon, vu la gravité du cas, on préfère mettre les choses au clair. Ça s'explique. Donc, comme je vous l'ai dit, elle est issue donc, de la famille des De Voisin, qui est une famille noble qui est implantée dans la région depuis en tout cas ça remonte jusqu'au XIIIe siècle de ce qu'on sait. Et son époux, c'était ni plus ni moins Géant de Château-Verdun, qui lui aussi est issu d'une noblesse ancienne, elle implantée en Ariège depuis le XIIIe siècle. Voilà, donc à nouveau, prendre l'enfant de la servante, c'est quand même remettre en cause toute la légitimité de la famille, donc toute la légitimité du possession. Donc voilà, c'était un premier cas d'une femme noble. Et pour vous montrer que ça touche vraiment toutes les classes sociales, la délinquance, je vais vous parler du cas de deux religieuses qui se retrouvent devant le Parlement de Toulouse. Donc la première est une sœur du couvent de Saint-Étienne et la deuxième est l'abbesse du couvent des 11 000 Vierges, ce qui est assez ironique puisque toutes deux sont accusées d'adultère, puisque techniquement elles sont mariées au Christ et donc si elles ont goûté à la chair, c'est de l'adultère.
Donc ce qu'on apprend, c'est que la première a été séduite par un homme, Jean Alran, voilà. Et la seconde, donc l'abbesse, a été séduite, ni plus ni moins, par un frère. Donc le frère Saubazé, qui, en plus d'avoir séduit l'abbesse, entretenait une femme chez lui. Donc ça pose problème quand même. Après, on n'a pas vraiment de mention, de condamnation pour ces femmes, puisqu'on découvre l'affaire plus ou moins au travers des procès qui sont faits à ces hommes. On apprend que la première doit être corrigée par sa supérieure, quant à la deuxième, pas de mention. Voilà, mais restons dans l'adultère, parce que c'est quand même rigolo, avec le cas de Modette, que l'on découvre à travers du procès de son amant, qui est Philippe des Deux Vierges, seigneur de Montpérou, donc c'est encore très ironique comme nom. Le procès lui est fait par le mari, Pierre Cabillan, un barbier, qui l'accuse d'avoir dévergondé sa femme et poussé à s'enfuir avec lui. Mais s'il fait ce procès, c'est aussi parce qu'elle est partie avec pas mal d'objets de valeur, donc ça explique pourquoi il veut la revoir. Alors, tout commence dans cette affaire par l'explication de l'avocat qui dit que Philippe, donc l'amant, est pris d'amour par Modette au début, arrive à la convaincre de passer du temps avec lui, chez sa complice. Donc vous avez bien compris qu'il ne joue pas au domino. Pourtant, l'avocat nous explique qu'elle était de bonne réputation et elle avait de bons parents avant l'arrivée du suspect, qui donc l'a dévergondée. Mais pour Philippe, ça ne lui suffit pas. Il a envie de plus. Il lui demande de partir avec lui. Mais elle refuse, puisque les conséquences peuvent être dramatiques pour sa réputation et pour son mari. Alors il demande à ses copains de la convaincre, mais elle refuse. Alors, comment faire ? Il demande carrément au confesseur de Modette de la convaincre que c'est bien de partir avec son amant et de laisser son mari tout seul. Mais quand même, elle refuse. Alors, pour être sûr qu'elle accepte, il finit par la menacer de détruire sa réputation. Et donc, celle de toute sa famille, puisque à cette époque, la réputation ou fama fait votre mode de vie. Si une fille a sur elle des rumeurs comme quoi elle serait un peu légère, on va dire, elle a de grandes chances de finir violée. Quant à un homme, si sa réputation est trouble, ce sont ses affaires qui vont en pâtir. Donc évidemment, face à cette menace, elle accepte. Elle accepte, mais elle part avec donc pas mal d'objets, comme je vous l'ai dit, notamment des tasses en argent, de l'or, de l'argent, des vêtements et des bijoux. Ce qui explique pourquoi son mari veut la revoir. Parce qu'elle est quand même partie avec pas mal de choses. Donc les amants s'en vont et partent chez un complice, mais apprenant qu'ils sont recherchés par la justice de l'ODEV, se séparent en attendant que d'un côté, Philippe obtienne l'entérinement, donc l'acceptation de sa grâce par le Parlement de Toulouse, et elle, du coup, elle part se cacher au couvent des Minorettes. De Narbonne, pardon. Bon, finalement, Philippe est capturé et traîné dans le Parlement de Toulouse. Dans le même temps, des sergents partent à la recherche de l'épouse infidèle, qui, du coup, s'est mise en franchise, c'est-à-dire qu'elle s'est cachée au couvent en invoquant le droit d'asile. Sauf que les sergents menacent tant bien l'abbesse qu'un frère cordelier qui était dans le coin finit par accepter qu'ils entrent, sauf que, évidemment, Modette s'est déjà enfuie. Alors, de son côté, Philippe, donc, qui se retrouve devant le Parlement de Toulouse, essaie de se défendre. Il explique que elle lui a dit avoir été maltraitée par son mari et voulait s'enfuir. Sauf que la partie adverse explique que c'est pas la première fois qu'il arrive à corrompre des femmes mariées. Donc, ça fait un peu mauvais effet. Donc, ce qui fait l'intérêt de cette affaire, c'est de voir qu'une femme qui emporte des affaires au couple, c'est du vol. Puisque à partir du moment où elle épouse un homme, tout lui appartient. La deuxième, parce que je vous imagine que les robes, je ne pense pas qu'il les porte. La deuxième chose, c'est aussi de voir justement ce droit d'asile qui finalement n'est pas respecté. Mais pour autant, Philippe, en y cachant son amante, reste dans l'esprit de la franchise, puisqu'elle est là pour se cacher en attendant qu'un accord soit pris ou que justice soit faite. Voilà, donc je vous ai montré que pour défendre Modette, qui n'est pas responsable, puisqu'elle était de bonne réputation et de bons parents, ça jouait dans sa faveur. Dans le cas suivant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la réputation et la filiation jouent en défaveur de nos deux sorcières suivantes. Donc, elles se nomment Guirantine de Miquel et Franquine d'Utrecht. Elles sont accusées d'être des poissonnières.
donc des sorcières. Elles ont été dénoncées évidemment par une autre sorcière capturée à Tarbes. Et le tout premier élément qui est mentionné par le procureur du roi pour expliquer pourquoi c'est forcément des sorcières, c'est que l'une d'elles, donc Guirantine, avait pour mère une sorcière. Forcément, les chiens ne font pas des chats. Toutes deux sont arrêtées, mises à la torture. Et elles s'adressent ici au Parlement parce qu'en fait, on les a mises à la torture sans que procès leur soit fait. Et étant donné qu'on ne torture pas pour rien, il faut vraiment être sûr de son coup. Donc, normalement, on fait un procès, une instruction. Or là, ce n'est pas le cas. Donc, elles vont se plaindre au Parlement. Mais un procès qui était fait sur la procédure devient leur propre procès. Du coup, leur avocat essaie de les défendre et explique que ce sont de jeunes femmes, puisqu'elles n'ont que 25 ans, en voie d'absolution. Ce qui est intéressant, c'est justement cette mention de l'âge, puisque à cette époque-là, on est quand même majeur à 12 ans. Donc voir qu'à 25 ans, ces femmes ne sont toujours pas responsables, quand même, ces femmes, voilà, c'est un argument assez sexiste. Voilà, aussi, donc, comme je vous l'ai dit, la mention de la mère comme un facteur aggravant, c'est assez intéressant, montrer les mentalités de cette époque. Autre ville, autre sorcière, les sorcières de Marmande. C'est un cas assez terrible finalement, qu'on découvre à travers le procès de 4 hommes. Donc, Vidal de Madrière, Escampard du Mostet, Pierre de Puy-Perron et Guillaume de Cologne. Donc, si on leur fait procès, c'est parce qu'ils ont brûlé des sorcières à tort. Je m'explique. Donc, tout commence à Marmande en 1453. Il y a une forte épidémie, semble-t-il, et un homme qui s'appelle Le Bègue, sûrement, vient donc à Marmande et explique aux deux Bègues que une sorcière à Lagnac a été brûlée et qu'elle en a dénoncé d'autres. En l'occurrence, elle s'appelle Guiraude Ella Moller de Brun. Donc, les Bègues, face à cette dénonciation, rassemblent un groupe d'hommes et partent pour les arrêter. Mais l'émotion s'empare du petit groupe et les femmes sont prises sans forme de procès, enfermées en prison et mises à la torture. Donc évidemment, étant donné que, encore une fois, c'est un vice de procédure, les deux femmes sont relaxées le lendemain. Mais alertées quand même par la présence possible de sorcières, nos deux Bègues, donc Escampard et Cologne, font rassembler le peuple. Et là, pour leur expliquer, leur parler de tout ça, s'ils en connaissent, évidemment, les esprits s'emballent et les accusations se multiplient. Donc on aurait l'Allemande, Laure des Branlas, Cancha, Lassia, qui seraient des sorcières. Bon. Du coup, le Bègue décide de faire arrêter Lassia sans preuve et la conduit chez sa sœur pour la maintenir en prison. C'est assez bizarre quand même. Donc les 3 personnes sont en train de dîner quand entre 80 et 100 personnes s'introduisent de force dans l'hôtel donc de la sœur pour emmener Lassia. Évidemment, le Bègue est contre puisqu'elle est sous son autorité, mais il est frappé et Lassia est enlevée. Mise en prison, torturée, évidemment, elle avoue être une sorcière. Donc le lendemain, histoire de confirmer, elle se retrouve avec 4 autres femmes devant le Bègue qui a été frappé la veille. Donc les autres femmes sont Chatte de la Guiraude, Joffre, Jeanne de Canet et Péronne de Beauville. Il leur demande de confirmer ce qu'elles ont dit sous la torture. Parce qu'évidemment, sous la torture, c'est quand même facile d'avouer tout et n'importe quoi. Donc il leur demande le lendemain, est-ce que vous êtes toujours d'accord avec ce que vous avez dit ? Évidemment, 2 reviennent sur leurs paroles. En l'occurrence, c'est Péronne et Jeanne. Les 2 autres avouent, et Lassia n'a pas le temps de parler, que la foule, non contente qu'elle ait été immédiatement condamnée, se rue sur les 5 femmes, les emmène directement à l'échafaud et les brûle d'office. On apprend d'ailleurs ensuite, petite parenthèse, que 2 autres femmes auraient été soumises à la torture, mais qu'elles en seraient mortes. Bon. Évidemment, le cas est grave et c'est vraiment c'est gros, quoi. Donc elle finit par arriver aux oreilles du sénéchal d'Agen, qui fait donc l'enquête, et on apprend d'autres choses encore pires. Finalement, il n'y en aurait eu que 4 qui auraient été brûlées, mais 10 seraient mortes sous la torture. Et alors, le mieux quand même, moi j'adore, c'est l'argument qui tue de l'un des Bègues qui explique que dans le cas de Péronne, donc je rappelle qu'elle était revenue sur sa parole, elle a été emmenée voir les autres femmes brûlées, mais qu'elle est dénoncée par les femmes qui vont au bûcher, comme quoi ce serait la maîtresse de leur groupe de sorcières. Face aux accusations, elle se dévêtit et se jeta dans les flammes. Personnellement, j'y crois pas trop.
pour moi, il commence à manquer d'arguments. Mais ça nous montre quand même, à travers cette affaire incroyable, 2 aspects de la sorcellerie. La première, c'est l'émotion que soulève la dénonciation de quelques femmes comme étant sorcières, une émotion qui vient de la fragilité qui a été déclenchée par une épidémie, puisque les gens cherchent à comprendre pourquoi est-ce qu'on est touché par la mort, qu'est-ce qu'on a fait. Après, on y mêle la croyance, dire que Dieu n'aurait pas pu nous envoyer terrible malheur alors qu'on est quand même des gens bien. Donc il reste plus que l'explication, donc le démon et à son service les sorcières, évidemment. Mais face à cette affabulation, on a dans un second temps la justice qui, elle, est raisonnable. Donc pas les Bayle, à jeun. Puisqu'ils cherchent à analyser ce qui s'est passé et à punir les responsables, puisque par ce procès, ils montrent qu'on ne peut pas tuer des femmes comme ça, sans procès, juste pour en faire des boucs émissaires. Voilà, donc là on a vu donc, des femmes condamnées à tort, voyant notre prévenue suivante qui, elle, mérite bien son procès. Il s'agit de Ric de Santon, qui est accusé avec son fils, Pierre Puy, du meurtre de Felipe, donc la femme de Pierre. Alors, dans les registres, ce sont les frères de la victime qui commencent à parler et qui expliquent que Pierre Puy était un très mauvais mari, qu'il battait souvent sa femme, si fort qu'une fois, elle en fit une fausse couche. Donc déjà, ça montre un peu le personnage. Mais encore, c'est pas fini. Une fois, je ne sais pas pourquoi il était en colère, mais il la frappa, la sortit nue dans la rue et essaya d'attacher ses cheveux à la queue d'un cheval. Heureusement pour elle, un voisin est intervenu. Mais Pierre n'est pas seul, puisque sa mère, donc Ric de Santon, était aussi mauvaise avec Felipe, puisqu'elle ne cessait de l'insulter, mais aussi de manipuler ses petits-enfants, donc les enfants de Felipe, ainsi que leurs serviteurs, pour qu'ils se comportent mal avec eux, l'insulter, ne pas accepter qu'elle mange à table avec eux, parce que, vous comprenez, elle n'est quand même pas du même rang, voilà. Et donc, notre petit couple, donc le Ric et son fils, sont même allés jusqu'à demander à Felipe de s'asseoir au-dessus des flammes pour la stériliser, parce que, vous comprenez, c'est terrible, elle l'enfantait trop. Alors qu'à cette époque, c'est quand même pas mal. Voilà, donc nos deux prévenus, évidemment, face à ces histoires rocambolesques, nient tout en bloc, et même vont jusqu'à dire que c'était Felipe qui l'avait bien cherché, puisque de toute façon, elle était alcoolique, et donc elle méritait bien d'être corrigée par son mari. Donc justement, pourquoi est-ce que cette femme est morte ? Donc Ric, l'accusé, nous explique que donc Felipe l'aurait insultée et que forcément elle en aurait parlé à son fils qui du coup l'aurait battue. Alors des pieds, des poings et de verges, elle saignait des pieds à la tête. Donc ça avait été quand même violent et pour autant aucun médecin n'a été appelé. Donc ça accroît la culpabilité de nos suspects. À cela s'ajoute qu'une chambrière était venue prévenir Ric qu'elle allait mourir. Pour autant, Ric lui a dit « Retourne voir, tu me diras quand elle sera morte », ce qui arrive le soir même, évidemment. Sauf que ça n'empêche pas notre mari violent, Philippe, de partir le lendemain tranquillement au travail et même d'arriver un petit peu plus tôt pour expliquer à ses collègues que malheureusement, sa femme est malade et qu'elle va sûrement mourir, alors qu'elle est déjà morte. Mais l'affaire ne s'arrête pas là, puisque, voyant sans doute que leur fin était proche, Ric commence à promettre de l'argent à des personnes pour qu'ils témoignent en leur faveur. Bon, son fils sera moins fin et les menace carrément de les frapper, sachant qu'il a une bonne réputation à ce niveau-là. Il les menace si jamais ils ne témoignent pas en leur faveur. Donc, sous ces accusations, évidemment, Ric de Santon est placée en détention. Sauf qu'ici, on voit les privilèges dont elle bénéficie, puisque finalement, elle est juste placée chez elle avec 4 gardes pour la surveiller. Toutefois, ce qui est très intéressant dans cette affaire, en plus de tout cela, ce sont les sanctions qui sont demandées par procureur. Pour Pierre, il demande donc qu'il fasse amende honorable et que ses biens soient confisqués. Donc, il se retrouve finalement dans le dénuement le plus total pour s'amender de ses péchés. Quant à Ric, elle, c'est également, on lui demande aussi de faire amende honorable, ses biens sont confisqués, mais également elle est bannie. Ce qui est une peine assez dure, puisque le bannissement, ça conduit directement à la misère. Puisque vous êtes loin de chez vous, loin de vos contacts, sans argent, vous ne pouvez que finir dans la criminalité.
Et ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que Rick, même s'il y a présomption sur le fait qu'elle ait sans doute donné quelques coups à Felipe, sait-on jamais qu'elle ait survécu, c'est elle qui est punie plus que son fils, qui pourtant, lui, clairement, on sait que c'est lui qui l'a frappé à mort. Et là, moi, je me demande si c'est pas le fait qu'elle soit une femme qui a tenté son fils, enfin, qui l'a manipulé pour qu'il frappe sa femme, comme Ève aurait tenté Adam avec la pomme. Après, c'est qu'une hypothèse. Voilà. Passons donc à un autre meurtre. Donc là, on part sur l'infanticide, qui, comme vous l'a dit Marie-Lucie, c'est quelque chose de très grave. C'est un cas assez étrange et assez rare. Enfin, rarement, mais c'est assez particulier. Puisque donc c'est Jeanne Dussolier qui est accusée d'avoir assassiné son bébé. Mais elle raconte dans sa lettre de rémission qu'elle l'avait eu avec un prêtre et que c'est lui qui, après avoir baptisé l'enfant, l'a convaincu de lui donner la mort. Ce qui est intéressant, plus que le fait qu'un prêtre ait demandé à sa maîtresse de tuer leur enfant, c'est que finalement, elle est toute seule devant les juges, puisque l'infanticide ne concerne que les femmes. Donc ça ne concerne que les femmes. Puisque c'est la mère qui est responsable de l'enfant, quoi qu'il arrive. Donc si jamais il meurt, c'est sa faute. Un dernier meurtre rapidement, sinon je n'ai pas le temps de finir. Donc il s'agit de Guillemette Bessières, qui, elle, a empoisonné son mari. Et qui se défend dans sa lettre de rémission en expliquant qu'elle l'a tué parce qu'elle n'avait pas le choix, il était violent avec elle. On pourrait le comprendre. Sauf que le procureur, lors du procès pour entériner la lettre de rémission, donc pour l'accepter ou non, explique que le mari en question était impotent, donc était incapable de sortir de son lit et donc encore moins de la battre. Mais plus encore, c'est qu'elle avait un amant et n'a pas hésité à voler pour lui. Donc entre tout ça, il dit elle s'est mise à rober son propre mari et finalement à le faire mourir pour la forme qu'il a dite, qui est plus mauvaise que celle lui eût donnée d'une dague par la poitrine. Et aussi, quelle trahison peut être plus grande que le mari tuer la femme par poison. Donc ça montre à quel point empoisonner son mari, c'est très grave. Et c'est pour ça que, pour ces crimes, le procureur demande à ce qu'elle subisse la peine de la course, donc qu'elle fasse le tour de la ville dévêtue, soit en chemise, soit nue, et qu'elle soit donc insultée. À cela, sauf qu'elle doit être fustigée, c'est-à-dire qu'on lui donne des coups de bâton, jusqu'à effusion de sang. Et après, elle sera fichée sur un pal. Donc c'est-à-dire qu'on la plante sur un poteau. Et histoire, étant donné que maintenant elle est morte, on peut l'écarteler et envoyer un morceau à Carcassonne où elle servira d'exemple. Bon, finalement, le Parlement est un peu moins dur, on va dire, puisqu'elle la condamne seulement au bûcher. Et ses biens sont saisis puisqu'ils ne serviront plus, donc ça pourra servir la justice. Et ma dernière, vite fait, donc ma préférée, qui est Guillemette, la femme de Jean Bornin. Moi, elle me fait penser au Parrain de Coppola, version moins respectable. Puisqu'elle se présente évidemment comme une notable femme vivant près de Saint-Cernin, longtemps conseillée par un médecin, et accusée à tort, évidemment, par deux hommes de vie dissolue, donc d'avoir des mœurs légères, par deux hommes dont elle aurait repoussé les avances. Sauf que la partie adverse a une version assez différente. Puisqu'on apprend que en fait, cette femme a quitté son mari qui vivait à Castanet pour venir vivre à Toulouse au milieu des étudiants. C'est quand même plus sympa. Qu'à ça s'ajoute qu'elle menace ses voisins, Mehdi II, donc elle les critique ouvertement, mais aussi qu'elle a envoyé un ruffian du nom de Bito frapper un clerc et une femme qui l'accompagnait pour une dette qu'il ne lui aurait pas remboursée. Elle se prostitue, elle emploie des filles au passage, et donc on apprend, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle vit près de Saint-Cernin. En fait, elle a carrément une maison collée à Saint-Cernin avec une porte qui donne directement sur le couvent. Comme ça, dès qu'il y a une petite menace, hop, elle ouvre la porte et se met en franchise. Donc elle est protégée. À cela s'ajoute aussi qu'elle baille des territoires qui ne lui appartiennent pas. Donc en gros, elle sous-loue. Si vous voulez rester, vous payez. Un peu comme la mafia. Et les deux hommes en question qui l'ont accusée d'avoir mené une vie dissolue, elle a envoyé deux hommes à elle les passer à tabac pour qu'ils comprennent quand même le message. Donc cette femme extraordinaire, elle est extraordinaire et à mon avis, ce dont on l'accuse, c'est vrai puisque c'est quand même gros. Ça pourrait pas être inventé juste pour culpabiliser quelqu'un, quoi. C'est tellement énorme. Mais ce qu'on apprend aussi, ce qui est étrange, c'est que donc là en question, elle a été donc elle vient au Parlement donc pour faire appel, parce qu'elle a été condamnée pour vie dissolue. Enfin, vie dissolue et tout ce que je vous ai listé.
Pour autant, on lui demande juste de retourner auprès de son mari. Moi, ça me paraît un peu léger et à mon avis, elle possède un réseau à la manière de Don Corleone qui a la main sur les politiciens et la police. Je pense qu'elle, c'est pareil. Elle a dû vendre ses filles ou même vendre ses charmes pour avoir des appuis haut placés, ce qui explique les privilèges dont elle jouit. Pour conclure, rapidement, donc on a vu que les femmes ne sont pas exclues de la criminalité et qu'elles ont toutes décidé de sortir des mœurs établies de cette époque, donc évidemment établies par les hommes, pour vivre comme elles souhaitaient. Donc libres d'aimer ou libres de vivre comme bon leur semble, comme on l'a vu avec notre marraine de Toulouse, et qui n'ont pas hésité à quitter leur famille pour vivre la vie dont elles souhaitaient. Mais on a vu quand même que, face à cela, le Parlement les considère quand même plus ou moins comme une menace. Parce qu'elle menace l'ordre établi. Comme on l'a vu, Guillemette Trullière qui a insulté son mari, ou Guillemette de Bessières qui a empoisonné le sien, remettent en cause l'autorité de l'homme. Et cette liberté lourdement sanctionnée, on la retrouve aussi, bon, je n'ai pas pu en parler du coup, sur les crimes à caractère sexuel, puisque j'ai pu relever dans mes sources que la plupart toutes les femmes qui étaient condamnées pour un délit ayant attrait à la sexualité subissaient immanquablement les peines expiatoires. Donc la course, la fustigation, donc toutes ces peines infamantes. À mon avis, si ce sont ces peines qui sont choisies, c'est parce que les juges veulent faire exemple de ces cas de femmes aux mœurs différentes. Je pense qu'on pourrait presque parler de condamnation de la liberté sexuelle de ces femmes par l'humiliation. Voilà, et pour revenir un peu sur les peines expiatoires, ça a quand même une conscience religieuse, et les condamner de cette façon, c'est un petit peu condamner les Èves qui sont en elles, parce que c'est tentatrice qui prive à nouveau les hommes du Jardin d'Éden. Voilà, je vous remercie. Donc merci Bérangère pour ton intervention. Donc maintenant, café débat, place au débat. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des points sur lesquels vous voulez revenir, on vous laisse la parole. Alors est-ce qu'il y a déjà des personnes qui ont des petites idées, des petites questions? Oui. Allô ? Oui, bonsoir. J'avais une question par rapport à la première intervention. Vous avez parlé de coffres de mariage, je crois, c'est ça ? Avec dessus des peintures ou des sculptures représentées, qui faisaient référence à des personnages antiques. Je voulais savoir, derrière tout ça, à qui s'adressaient ces représentations, s'il y avait un message pour le couple ou pour les femmes, ou un autre message derrière. Quoi. Alors oui, c'est Cassoni, donc en italien, c'est coffre à mariage. Oui, les peintures qui sont représentées dessus, c'est clairement l'intention de l'épouse. Alors, quand c'est un couple de Cassoni, donc un pour l'homme et un pour la femme, il y a une histoire, disons pour l'homme, un héros qui sera représenté, pour la femme, une héroïne. D'ailleurs, celui que je vous ai montré sur Lucrèce, je vous disais qu'il y a aussi un autre Cassone qui allait par pair, qui allait avec celui-ci et qui représentait plutôt la partie où c'est l'homme qui vante les mérites de sa femme et qui part à la guerre, donc clairement adressé à l'époux. Et le second, c'est plutôt, oui, pour l'épouse, pour lui dire que combien sa chasteté est importante et, comme je vous disais, qu'elle est au-dessus du prix de sa vie. Et après, bien sûr, pour se payer ce genre de coffre à mariage, y compris les artistes qui vont les peindre, il faut faire partie d'une certaine classe quand même. D'accord. J'ai une deuxième question, une deuxième intervention. Avant de se retrouver devant le Parlement de Toulouse, est-ce qu'il y avait un travail d'enquête pour vérifier les dires et les accusations de... Oui, bien sûr. De toute façon, le Parlement de Toulouse, déjà, c'est une justice d'appel, donc c'est une seconde instance. Et même au Parlement, on pouvait faire des enquêtes, et même si on reprenait déjà la première enquête qui avait été faite par la première instance. Mais oui. Pas toujours, mais en l'occurrence, là, elle finit au bûcher. Souvent. Après, pour les femmes, il y a 3 peines qui peuvent être administrées. En général, c'est la noyade, l'enfouissement, donc enterrée vive, et le bûcher. Après, moi, honnêtement, dans mes sources, je n'ai trouvé ni la noyade, ni l'enfouissement, mais au contraire, j'ai trouvé la décapitation et la pendaison, par exemple, qui est assez rare. Merci.
D'autres questions? Comment est-ce qu'arrivaient jusqu'au XVe siècle les histoires de Cléopâtre, de Médée, etc. C'était toujours par les moines catholiques? Souvent, oui. Et d'ailleurs, au XIIe siècle, justement, il y a Benoît de Saint-Maur, qui est un clerc et qui écrit pour qui Aliénor d'Aquitaine. Donc forcément, il n'a pas intérêt à présenter une femme soumise. Il parle de Médée dans le roman de Troie. Et d'ailleurs, c'est le seul auteur, vraiment le seul, qui présente Médée sous son meilleur aspect. C'est une victime de Jason parce qu'il l'a laissé tomber, parce qu'il n'est pas fidèle. Il évite de parler de tous les meurtres qu'elle a commis. Et c'est une femme très intelligente. Et même au XIIe siècle, on met en valeur son intelligence. Alors qu'au XVe siècle, on l'oublie complètement. C'est juste une meurtrière, une femme qui est considérée même comme lubrique et luxurieuse, alors que c'est des choses dont on ne parle pas dans les romans du XIIe siècle, qu'on ne parle pas bien sûr dans les mythes de l'Antiquité. Enfin, on se permet pas. Enfin, c'est pas qu'on se permet pas, c'est que la question de cette moralité-là ne rentre pas en jeu. Voilà. Donc les mœurs évoluent dans l'Église qui traduit les textes antiques. J'aurais tendance à dire que quand on arrive au XVe siècle, oui, il y a entre guillemets une moralisation de ces personnages. C'est-à-dire qu'on était beaucoup plus... En fait, avec le roman Courtois, il y a une forme de... On ne s'attarde pas à la morale. C'est ce qui compte, c'est au final la romance, c'est l'histoire, que chaque histoire d'amour va forcément finir très mal. C'est le cas pour la plupart des héroïnes. D'ailleurs, toutes les héroïnes qui sont plutôt positives finissent mal. Elles se suicident, elles meurent d'amour. Et finalement, comme je vous l'ai dit, Médée, c'est la plus mauvaise et c'est celle qui survit. Et donc oui, on continue à lire cette histoire. Alors, ce qu'on a souvent répété aussi, c'est que finalement, c'est qu'avec la Renaissance qu'on redécouvre les textes antiques, mais pas du tout. Enfin, pendant tout le Moyen-Âge, on connaît ces textes, on les utilise. C'est juste que à partir du XVe siècle, il y a de nouvelles traductions, on les remet en valeur et voilà, on se les réapproprie. Mais on ne les a jamais oubliés pendant le Moyen-Âge. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres idées, d'autres points à aborder? Non, alors moi, j'aurais une question aussi pour Bérengère. Par rapport donc, à la justice et aux droits des femmes, tout au long des exemples que tu as évoqués, on remarque qu'elles ne comparent seules que si elles sont veuves ou si elles ont quitté leur mari, etc. Sinon, en fait, on les découvre à travers, très souvent, j'ai l'impression, tu me diras si c'est le cas, des procès d'hommes. C'est assez rare apparemment. Et du coup, une autre question qui découle de celle-là, dans le cas de la maltraitance du mari, notamment donc pour Maudette ou pour Philippe ou même après pour l'avant-dernier cas où on lui dit que le mari était impotent, donc c'était pas possible. Oui. Mais s'il n'avait pas été impotent, est-ce qu'elle aurait eu une réduction de peine ou est-ce que la maltraitance des époux sur leur femme, est-ce que c'était pris en compte? Est-ce qu'il y avait peut-être une peine ou au moins quelque chose? Est-ce que ces femmes avaient quand même des droits en tant qu'épouses? Alors, est-ce qu'elles comparaissent seules? Pas toujours. Souvent, oui, finalement, elles sont seules, peu importe qu'elles soient mariées ou non. Mais au final, normalement, le mari est censé être là lors du procès et l'aider dans le cas du procès. Parce que normalement, elle n'a pas le droit d'être seule, mais comme on l'a vu, c'est théorique. Elles le sont très souvent. Ensuite, pour la maltraitance, c'est très souvent pris en compte. Ça va influencer très peu la sentence, mais j'ai vu dans mes sources par exemple qu'une femme avait eu le droit de ne plus vivre avec son mari puisqu'il était violent avec elle. Ça ne veut pas dire qu'il divorce, ça n'est pas pris, c'est pas possible à cette époque-là, mais ils ont le droit de vivre séparément. Après, malheureusement, c'est que vivre séparément, ça implique aussi des dangers pour la femme, puisqu'une femme seule, c'est une femme en danger qui est la proie des hommes. Voilà. Donc évidemment, viol, prostitution, etc. Voilà. Donc dans le cas de Felipe, c'est ça, celle qui s'est fait tuer par son mari et sa belle-mère. Oui. Hein, voilà. Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait un voisin qui l'avait sauvée quand son mari avait voulu la mettre dehors et l'attacher par les cheveux à un cheval. Il n'y a rien eu avant donc son meurtre, il n'y a rien eu qui a été fait, le voisin n'a pas témoigné, rien n'a été tenté par les frères donc, de Felipe pour la sauver avant, entre guillemets? Non, parce qu'au final, en tout cas pour l'homme le voisin qui l'a aidé, on n'a pas plus de détails que ça. Mais en tout cas, il est dit à un moment que donc Pierre l'a menacé de la tuer si jamais elle en parlait. Si jamais elle en parlait à son père, clairement il la tuerait. Donc évidemment, ça, comme aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça bloque la parole et les femmes
subissent en silence. Et sinon, son père, s'il avait été au courant, aurait peut-être pu faire quelque chose dans ce cas-là, la reprendre sous son aile ou... Oui, tout à fait. Il aurait tout à fait, justement, comme l'autre dont je vous parlais tout à l'heure, qui a réussi à obtenir le droit de vivre loin de son mari, il serait tout à fait possible que son père l'attaque, du coup, en justice pour demander leur séparation, quoi. Concernant la première partie, j'aurais aimé avoir un peu plus de renseignements concernant l'œuvre des héroïdes. Je ne sais pas à quel auteur on peut l'attribuer. Je ne sais pas si vous en avez parlé ou pas. Les auteurs antiques ou médiévaux? C'est une œuvre antique à la base? Toutes. Voilà, c'est pour ça que dans la première partie, j'ai expliqué en gros le mythe antique. Elles sont toutes antiques. Enfin, oui. Elles relèvent toutes du mythe antique. Et sauf que les auteurs du Moyen-Âge se les réapproprient, transforment le mythe comme ça les arrange au final. Qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre en valeur? Est-ce que ce sont des exemples? Est-ce qu'on veut les utiliser comme un moyen de écrire une romance, une jolie histoire entre deux amoureux qui vont forcément finir mal? Ou est-ce que plus tard, comme au XVe siècle, comme Boccace, les utiliser pour montrer ce qui est bien et ce qui ne l'est pas? Ce qu'on doit faire ou pas, qu'est-ce qui convient à une femme de ce rang et qu'est-ce qui ne convient pas? Est-ce qu'une femme peut être capable de diriger? Pourquoi elle ne peut pas? Voilà. En fait, bon, c'était pas tellement ma question, c'était je pensais que c'était un titre, en fait, les héroïdes d'une compilation du Moyen-Âge. D'accord, les héroïdes. Oui. Ah oui, pardon, j'avais compris héroïne, c'est pour ça, désolée. Oui, alors, les héroïdes, c'est en fait une traduction d'Ovide. Voilà, donc c'est une œuvre d'Ovide qui a été traduite, qui présente les lettres, en fait, d'héroïnes. Donc voilà, on y revient. Qui écrivent à leur amant juste avant souvent de mourir. Voilà, donc souvent d'ailleurs dans les représentations que j'ai montrées, on les voit en train d'écrire. Donc par exemple Médée, elle a écrit sa lettre et elle est prête à commettre son acte entre guillemets, irréparable. C'est le cas de Didon aussi. Elle est comptée dans les héroïdes. Il y a plein d'autres personnages comme ça, mais de ce corpus, ce sont les deux qui sont présentes dans les héroïdes. Voilà, ça répond à la question ou... D'accord. C'est une œuvre antique en fait qui est traduite au Moyen-Âge. En fait, à cette époque-là, peu de gens savaient lire. Alors comment il n'y a que les gens instruits qui lisaient? C'est ça. Est-ce qu'il y avait des orateurs qui racontaient un peu plus loin toutes ces histoires-là? Alors, disons que je pense que, au début du Moyen-Âge, quand ce sont ces personnages peuvent être utilisés très rarement, mais comme exemplum, donc ce que je vous disais, dans le cadre par exemple de sermons, pour dire comme tel, c'est un exemple, comme tel, c'est pas bien. Oui, donc voilà, par l'Église. Donc du coup, pardon. Médée, tout ça, ça passe pas par. Ça sera officiellement non, bien sûr, mais comme ça peut être des personnages connus et par exemple dans un sermon on peut retrouver, c'est arrivé surtout en Italie d'ailleurs, ou comme Lucrèce qui veut garder sa chasteté, parce que c'est utilisé par les pères de l'Église de toute façon, donc il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser pendant les célébrations. Après, les manuscrits, les textes, tout ça, c'est vraiment réservé à une élite. C'est très très rare que les autres personnes connaissent ces histoires et c'est plutôt dans le début du Moyen-Âge, autour du 5e siècle, avec les pères de l'Église, qu'elles peuvent être utilisées, mais pas plus. Pas plus pour le peuple. Voilà. Pour le peuple. Donc, Donc, moi, j'ai une question pour toi, Bérangère. Parce que il me semble que tu as beaucoup parlé d'une justice douloureuse envers les femmes, mais j'ai l'impression, d'après des restes de cours, que la justice, elle avait aussi, dans un sexisme bienveillant, une autre vision pour les femmes, et que souvent, elle était moins dure envers les femmes, parce que justement, une femme ne sait pas ce qu'elle fait, et d'une autre façon, même que des fois, certaines femmes se sont servies d'instances pour gagner de l'argent, par exemple pour des procès en gravidation.
il me semble que c'est ce qu'on avait vu. Oui. Les procès en gravidation, c'est quand une femme est enceinte. Et dit que l'homme qui l'a mis enceinte lui avait promis le mariage et montre notamment des lettres. Et donc, il me semble qu'il y a tout ce côté-là que tu n'as pas traité. Tu n'avais pas le temps, mais en termes de pourcentage, est-ce que la justice, elle est plus généreuse ou plus malveillante, en gros? Alors, tu as de très bons souvenirs de cours. Oui, en général, la justice est bienveillante puisque, voilà, comme tu dis, les femmes, elles savent pas ce qu'elles font. Déjà, rien que pour l'injure, déjà, c'est là le fait qu'elle soit, qu'on lui promette la pendaison si jamais elle recommence, c'est énorme puisque normalement, une femme, c'est un peu bête, une femme, donc c'est pas trop ce que ça dit, hein, donc c'est pas très grave si jamais elle dit une bêtise, c'est pas sa faute. Donc on fait des demi-peines. Or ici, les sentences sont très dures et c'est là qu'on voit que le Parlement de Toulouse est vraiment très sévère. C'est contrairement à ce que j'ai pu lire pour d'autres lieux, que ce soit Lyon ou Paris, où justement on voyait, comme tu dis, la justice bienveillante, où c'est des petites peines, où c'est pas sa faute. Voilà. Là, en l'occurrence, le Parlement, il veut faire exemple de ces femmes. Elles ont. Puis voilà, comme tout à l'heure, sur tout ce qui est liberté sexuelle, c'est réprimé très durement. Tout ce qui est, voilà. Dès que la femme, elle sort un petit peu du cadre qu'on lui a construit, il faut la blâmer. Il faut lui faire comprendre qu'elle doit rentrer dans le rang. C'est sûr, c'est très sévère. Merci. De rien. Oui, juste, j'étais malheureusement pas là pour la première intervention. Donc juste une remarque, une question. La remarque, c'est que j'ai cru voir sur votre discours d'introduction, quand vous avez commencé à parler, une petite lueur de satisfaction quand vous avez commencé à parler de toutes ces méchancetés que les femmes ont fait avec les hommes. Est-ce que eux sortent comme peut-être une sorte d'émancipation? Il n'y a pas que les mecs qui peuvent. C'est un peu ça, non? Oui, j'apprécie l'émancipation des femmes. Bon, ça c'était juste une remarque, c'était même pas une question. Et la question, c'est parce que là, on est en 2017, là, on parle de choses qui sont, j'ai calculé 550, enfin pour vous. C'est femmes moyen âge. 500, 600. Est-ce qu'aujourd'hui les femmes sont moins méchantes que c'était avant? Enfin, disons que. Écoutez, je ne sais pas si elles sont aussi méchantes. Ça sonne rigolo, mais je ne sais pas, à vous entendre comme ça, je ne sais pas si ça a beaucoup changé en fait. Écoutez, qu'elles soient aussi méchantes, je ne sais pas, je n'ai pas travaillé sur la justice actuelle. Après, je pourrais dire qu'elles sont plus ou moins toujours autant brimées, puisque l'émancipation des femmes est un travail difficile et de longue haleine, et qu'on n'y est pas encore. Je me permettrai une petite intervention suite à une intervention de Sophie Cassagne-Brouquet, justement sur la délinquance du genre. Et elle avait étudié avec des criminologues, des ethnologues, etc., donc différents spécialistes, l'évolution de la criminalité depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et il remarque, alors je ne me souviens plus des chiffres exactement, mais je crois que quelque chose comme 90% des crimes avec violence ou meurtre, ce sont des hommes entre 15 et 35 ans. Et les femmes, en général, se concentrent sur de la médisance, du poison, ou quelque chose qui est donc moins violent, entre guillemets. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été mesuré, et justement, ils ont fait des études au niveau plus scientifique, hein, tout ce qui est hormonal, etc., pour étudier ça. Et c'est vrai qu'historiquement, ils se sont rendus compte que vraiment, les bagarres, les meurtres violents avec armes, etc., c'était essentiellement des hommes entre 15 et 35 ans. Oui, après, j'ai envie de dire que c'est... alors, j'ai pas lu cet article, j'avoue. Mais après, j'ai remarqué, et Sophie Cassagne-Brouquet aussi, que c'est sûr qu'en règle générale, dans le Royaume de France, les femmes n'osent pas trop, ce sera plutôt comme tu disais, de la médisance, etc. Or, après, dans notre midi, elles seront plus enclines à aller se bagarrer, crépage du chignon et compagnie. Donc après, ça dépend, il y a des particularités régionales tout de même. Voilà. Oui, donc justement, oui, au départ, c'était pas exactement ma question, mais encore aujourd'hui, il y a une vision. J'assistais à un colloque il n'y a pas longtemps à Perpignan. Je me souviens plus du nom de la jeune femme qui travaillait dessus, mais il y a une vision encore aujourd'hui qui est très genrée de la justice. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir les mêmes peines pour un même crime, pour des crimes en bande organisée, justement, de délinquance juvénile. On ne va pas du tout avoir les mêmes peines pour les filles que pour les garçons. Pour les filles, on ne va pas les mettre en prison de suite, justement.
il y a toujours cette vision différente du crime féminin, justement, et en particularité, il y a des choses qui ne changent pas par rapport au Moyen-Âge. Par exemple, la façon dont on voit le viol aussi, encore aujourd'hui, où la femme est quand même beaucoup mise en question encore aujourd'hui. Au Moyen-Âge, la femme est aussi à la fois victime, mais aussi active dans le viol, puisque forcément elle prend du plaisir. Et c'est ça qui est intéressant avec la figure de Lucrèce, voilà. Oui, puisque justement elle se tue, elle fait acte de virago, et justement il y a cette idée qu'elle efface aussi ce viol. Enfin voilà, c'est quelque chose qui m'interpellait. Non, ma question c'était sur l'insulte. Elle a été pendue, mais quelle était l'insulte et quel était le terme justement latin? Est-ce que c'était... Alors, ce n'est pas en latin, c'est en vieux français, mes sources. Et elle n'a pas été pendue. Elle a seulement été, alors je recherche, battue de verre jusqu'à effusion de sang entre les murs du château Narbonnais. Donc on lui a juste tapé sur le... Enfin, juste. Tapé un peu sur le dos. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est de l'humiliation à ce niveau-là. C'est clairement... Voilà. Et en même temps, tu vois, d'un autre côté... Ça, je ne l'ai pas, malheureusement. C'est un arrêt et c'est parfois très succinct. Parce que moi, c'est quelque chose que j'étudie un petit peu, c'est par rapport à, tu l'as juste dit, la fama, c'est-à-dire la réputation. Mm-hmm. Et si elle met en question la réputation de son mari, elle met en question aussi son commerce, enfin sa réputation commerciale. Oui. Et d'où cette punition-là qui nous semble à nous très émotionnelle, mais qui en fait est très logique aussi, très institutionnelle, très importante à ce niveau-là, il me semble. D'accord, donc il n'y a pas le terme... Non, désolée. Voilà, d'accord. Parce que moi, ça m'intéressait justement parce que j'ai étudié un procès où c'est un frère qui enlève sa demi-sœur. Et le crime de rapto, d'enlèvement et aussi de viol, en fait, qui est sous-entendu, même si c'est sa sœur et qu'elle a 2 ans, est mis sur le même plan que la spuite. Que là, c'est la spuite, cracher, mais c'est aussi que l'insulte. Et l'insulte, au Moyen-Âge, est vraiment... voilà. Sur ça, d'accord. Donc, il n'y a pas le terme... Non, désolée. Voilà. Puis l'importance, oui aussi. Désolée. Vas-y, je t'en prie. Des émotions, justement, quand tu disais que vraiment, elle voulait être mise en exemple et les crimes où la sexualité est mise en jeu sont beaucoup plus punis. C'est cette importance aussi des émotions de cette société qui c'est une société très codée. C'est chacun son rôle, chacun sa place. Et à partir du moment où une femme exprime un petit peu de liberté sexuelle, notamment, en tout cas c'est les cas les plus parlants que j'ai eus, on la remet à sa place. Après, même dans tous les cas, quand on voit que ce soit la femme qui insulte son mari, dont on a parlé, direct là, il faut mettre les choses au clair. C'est le mari, l'autorité à sa place. Moi, c'est sur les termes qui sont utilisés dans les procès. Est-ce que ça renvoie vraiment à cette notion d'émotion, de méchante, de vilaine, Non, je n'ai pas l'impression. Honnêtement, la justice, elle est assez carrée. Pardon. Donc pour ça, peut-être il y a Daniel Lord Smail, qui est un historien médiéviste anglo-saxon. Je sais pas, tu connais Non, celui-là, qui a étudié justement l'importance de l'émotion dans les rendus de justice à Marseille, au Moyen-Âge. Voilà. Ah, bah écoute, je te prendrai la référence. Voilà. Comme il est super intéressant. Bon bah, il est temps de vous remercier. Il y a une question encore? Ah, petite question, allez. Oui, en fait, j'avais juste une question sur un terme, en fait, une question terminologique, sur le terme de virago. J'ai fait des études de lettres classiques, et j'avais jamais rencontré ce terme avant, du coup ça m'intrigue. Je voulais juste savoir, en fait, si c'était un terme forgé par des spécialistes modernes, ou si c'était dans les textes médiévaux. Dans les textes médiévaux. D'accord. Ah oui. Alors c'est à la fois dans les textes classiques. Il y a vraiment ce terme qui existe. Alors je ne sais plus qui c'est qui l'utilise comme auteur classique, mais je l'ai vu, virago existe dans les auteurs classiques. Ensuite, pour revenir sur Lucrèce, justement, donc effectivement, Lucrèce, on dit qu'elle est peut-être consciente, mais ça c'est vraiment au 5e siècle, hein, parce que par exemple, avec Coluccio Salutati, qui est un Italien, qui est un humaniste. Il est d'accord, hein, elle est innocente. Elle n'a absolument pas voulu ce viol. Il dit justement qu'elle s'est transformée, alors c'est une image, hein, mais en statue de pierre pour éviter ce viol et qu'elle ne l'a pas voulu. Il l'innocente complètement. Il dit justement qu'elle n'a pas à se suicider parce qu'elle n'a pas à être responsable de l'incontinence d'un homme qui n'a pas pu se retenir. Donc,
elle est absoute sans crime. En tout cas, pour certains humanistes. Voilà, c'était tout. Merci. Donc merci à tout le monde d'être venu ce soir. Merci également à nos deux intervenantes, Marie-Lucille et Bérangère. Donc c'était vraiment très très intéressant. Je vous rappelle donc que d'ici quelques jours, les interventions seront disponibles sur le site de l'association Tempus Historiae, si vous voulez réécouter. Également, donc, mardi 21 mars, donc prochain café débat, mardi, exceptionnellement, c'est pas le lundi, mardi 21 mars, on vous donne rendez-vous à l'occasion de la semaine de l'Antiquité sur un thème